Au milieu des années 1930, l'aviation de chasse britannique, à l'image de celle d'une grande partie de l'Europe, se trouvait dans un état périlleux. Sans entrer dans les causes spécifiques, la vérité indéniable était qu'en 1935, le quart de la Royal Air Force était composé de biplans obsolètes, armés d'à peine plus que des mitrailleuses de calibre fusil. Après la fin de la Première Guerre mondiale, les administrations successives avaient montré une extrême réticence à allouer des fonds pour des armements modernes. De plus, la grave crise économique qui a frappé les nations occidentales à la fin des années 1920 et au début des années 1930 a eu un impact profond. Par conséquent, au moment où la menace de l'Allemagne nazie s'est matérialisée, il restait très peu de temps pour développer des avions de chasse contemporains. Heureusement pour la Grande-Bretagne, certains concepteurs d'avions ont choisi de ne pas être contraints par les limitations strictes et le financement maigre du ministère de l'Air et ont plutôt poursuivi leurs innovations indépendantes. C'est précisément ainsi que l'emblématique Supermarine Spitfire, conçu par Reginald Joseph Mitchell, a vu le jour. Aux côtés du chasseur Hawker Hurricane, cet avion a supporté le fardeau principal des combats pendant la bataille d'Angleterre. De plus, le Royaume-Uni possédait de formidables capacités scientifiques et industrielles, permettant le développement rapide de nouveaux avions et, surtout, leur perfectionnement directement au cœur de l'intensité de la bataille. Confrontée à la menace allemande croissante en 1934, la stratégie aéronautique britannique a subi une transformation radicale. Le gouvernement a lancé un programme complet, exigeant non seulement le réarmement de l'ensemble de l'armée de l'air, mais aussi une expansion et une modernisation substantielle de l'industrie aérospatiale. Les contraintes budgétaires prévalant tout au long des années 1920 et 1930 ont été rapidement mises de côté. Les fonds ont commencé à affluer abondamment, initiant le développement d'une vaste gamme de nouveaux avions. En 1935, un nombre sans précédent de 40 et une spécification avaient été publiés, marquant le nombre le plus élevé depuis 1923. Il faut reconnaître que une partie de ces efforts s'est concentrée sur la production en série d'avions établis, y compris des chasseurs comme le Hawker Demon Fury et le Gloster Gladiator. Simultanément, une autre directive, désignée F-35, visait à conceptualiser un nouveau monoplan à grande vitesse, destiné à servir de base à un futur chasseur. Malgré de nombreux designs innovants soumis pour évaluation, aucun n'a finalement abouti à une production à grande échelle. Cependant, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est un ensemble de 4 spécifications décrivant un chasseur contemporain destiné à incorporer l'armement le plus formidable jamais envisagé en Grande-Bretagne. La perspective d'attaques massives de bombardiers sur Londres et d'autres centres urbains britanniques préoccupait profondément le commandement de la Royal Air Force. Bien qu'ils se souvinssent clairement des raids de dirigeables allemands, ils reconnaissaient également les immenses progrès technologiques réalisés depuis cette époque. Le Fighter Command, chargé de la sauvegarde de l'espace aérien national, nourrissait une appréhension significative concernant la protection croissante des bombardiers adverses potentiels. Ces avions étaient équipés d'un blindage robuste et d'armements défensifs substantiels. Par conséquent, l'armement existant des chasseurs les plus avancés de Grande-Bretagne, le Spitfire et le Hurricane, composés de 8 mitrailleuses de calibre 303, risquait de se révéler totalement insuffisant contre de telles cibles redoutables. La recherche indiquait que l'efficacité des chasseurs pouvait être améliorée par 2 méthodes principales, soit en augmentant le calibre des projectiles, soit en concentrant la puissance de feu offensive. 2 des spécifications susmentionnées exigeaient le développement de chasseurs biplaces pour l'armée de l'air et la marine. Leurs caractéristiques distinctives devaient être 4 mitrailleuses lourdes logées dans une tourelle à commande hydraulique capable d'une rotation complète à 360 degrés. Cette exigence spécifique a directement conduit à l'émergence des chasseurs Boulton-Paul Defiant et Blackburn Rock. La troisième stipulation se concentrait sur la conception d'un chasseur monoplace équipé de 8 mitrailleuses Browning. Cependant, la quatrième spécification, identifiée par le code F-3735, cette spécification particulière représentait sans doute le concept le plus non conventionnel et révolutionnaire de l'histoire de l'aviation britannique. Elle décrivait le développement d'un avion monoplace, monomoteur, conçu pour les opérations de jour comme de nuit. Ses performances projetées incluaient l'atteinte d'une vitesse de 330 miles par heure à une altitude de 15 000 pieds. Cependant, la caractéristique primordiale, indéniablement, était son armement, le plus puissant jamais intégré dans un avion de chasse, non seulement en Grande-Bretagne, mais à l'échelle mondiale. Il s'agissait d'une formidable batterie de 4 canons, de calibre 20 ou 23 mm, conçue pour assurer l'oblitération instantanée de sa cible.
Dans les registres du ministère de l'Air, cette entreprise ambitieuse était simplement appelée le chasseur à canon. En termes contemporains, un tel avion serait classé comme un intercepteur de défense ponctuel. Sa mission principale était de déployer rapidement sa formidable puissance de feu à un endroit spécifique, c'est-à-dire d'engager et de frapper rapidement les bombardiers ennemis. Par conséquent, les concepteurs n'ont pas été chargés de doter cet avion d'une maniabilité exceptionnelle pour les combats aériens ou d'une endurance aérienne prolongée. De plus, cet avion n'était pas conçu pour engager des cibles au sol. La direction de la Royal Air Force nourrissait des attentes considérables pour le projet F-37-35. Cependant, sa simplicité théorique divergeait considérablement de la mise en œuvre pratique. Au-delà des obstacles techniques inhérents auxquels les concepteurs étaient confrontés, un problème substantiel est apparu concernant son armement prévu. Ce défi particulier s'est avéré être une situation difficile pour le ministère de l'Air. Le problème fondamental était qu'en 1935, la Grande-Bretagne ne possédait aucun canon d'avion indigène de calibre 20 ou 23 mm. Par conséquent, ils ont été contraints de chercher des alternatives viables au-delà de leurs frontières, de l'autre côté de la Manche. En 1936, le Major Thompson et le capitaine Adams, représentant la division technique du ministère, ont effectué une visite à l'usine Hispano-Suiza située près de Paris. Leur objectif était d'observer une démonstration de la dernière innovation de l'entreprise, le canon de 20 mm Type 404. Cette arme était largement considérée comme le summum de la technologie d'armement aéronautique de l'époque. Ce canon avait déjà été choisi par la France pour être intégré à son nouveau chasseur, le Morane-Saulnier MS-406C1. Affichant une vitesse initiale de 2820 pieds par seconde, le Type 404 se distinguait comme le canon le plus efficace disponible dans le calibre souhaité. Par conséquent, la Royal Air Force a choisi de l'acquérir pour le service, mais a rencontré des défis de fabrication immédiats. Pendant cette période, le gouvernement britannique insistait pour que tous les armements soient produits au niveau national, évitant ainsi la dépendance à l'égard du soutien étranger. Les deux principaux fabricants d'armes britanniques, Vickers et Birmingham Small Arms, étaient déjà pleinement engagés dans l'initiative de réarmement étendu. De plus, il était hautement improbable qu'Hispano-Suiza consente à concéder sous licence sa technologie à ses rivaux directs. Pour contourner ces obstacles, une solution plutôt simple a été élaborée. Une nouvelle entité a été officiellement établie sur le sol anglais, portant le nom long et à consonance autoritaire, la British Manufacturing and Research Company. En réalité, cependant, elle n'était ni britannique ni principalement axée sur la recherche, mais fonctionnait plutôt comme une filiale d'Hispano-Suiza, créée uniquement dans le but de fabriquer le canon Type 404. Ce canon nouvellement localisé a ensuite été rebaptisé British Hispano. Ainsi, le défi d'acquérir l'arme elle-même était résolu. Il ne restait qu'un détail mineur, le développement d'un avion spécifiquement conçu pour le transporter. La publication du cahier des charges F-37-35 a suscité un enthousiasme considérable parmi les constructeurs aéronautiques britanniques. Des leaders industriels renommés tels que Hawker, Supermarine, Bristol et Boulton Paul sont entrés en compétition, aux côtés d'entreprises moins en vue de l'époque, dont Westland, General Aircraft et Airspeed. Au fur et à mesure du développement, il est devenu évident que concevoir un chasseur doté d'un armement redoutable et de capacités de combat supérieures serait une entreprise exigeante. Le moteur est rapidement apparu comme le problème le plus pressant. De nombreux ingénieurs doutaient qu'un seul groupe motopropulseur suffise. Par conséquent, à leur insistance, le ministère de l'Air a révisé les critères autorisant les avions bimoteurs à participer au concours. Certaines entreprises ont opté pour des approches très expérimentales. Par exemple, le projet Airspeed AS-31 proposait une configuration monomoteur où le poste de pilotage était situé sur le bord d'attaque du stabilisateur. Pendant ce temps, la General Aircraft Company envisageait une aile capable de modifier sa surface. Le projet Type 151 de Bristol, bien que moins radical, était indéniablement ambitieux. Ses concepteurs visaient initialement une vitesse maximale de 440 miles par heure. Cette vitesse impressionnante devait être atteinte grâce au nouveau moteur puissant Hercules et à une charge à l'air exceptionnellement élevée pour l'époque, soit 33 livres par pied carré. Cependant, des calculs détaillés ont révélé que les performances au décollage et à l'atterrissage d'une telle conception seraient insuffisantes. La charge à l'air a dû être réduite, ce qui a limité la vitesse du chasseur à seulement 357 miles par heure à une altitude de 2500 pieds. Comme alternative, Bristol a également proposé une variante dotée de deux moteurs Aquila AE3S logés dans des nacelles sous les ailes.
Boulton Paul et Hawker ont présenté des concepts de monoplan monomoteur conventionnels. Reginald Mitchell de Supermarine a soumis simultanément deux conceptions distinctes, le type 312, propulsé par un seul moteur Merlin, et le type 313, équipé de deux moteurs Goshawk. Ce dernier devait intégrer un système de refroidissement par évaporation, similaire à celui utilisé par les Allemands sur leur chasseur Heesan. Pourtant, étonnamment, le projet P9 de Westland a finalement triomphé dans la compétition. Cette conception, à première vue, ne semblait pas intégrer de caractéristiques particulièrement innovantes. La société Westland elle-même avait été fondée en 1915. Initialement, elle fonctionnait simplement comme une filiale de Petters Limited, une entreprise spécialisée dans la fabrication de moteurs à essence. Son rôle principal consistait à construire des avions pour la Royal Air Force. Alors qu'ils ont commencé par assembler des avions sous licence d'autres fabricants, ils ont finalement créé leur propre département de conception interne. Westland a obtenu son indépendance en 1935, quelques mois seulement avant la publication des exigences du cahier des charges F-3735. Renommée Westland Aircraft Limited, la société a établi ses principales opérations dans la ville de Yeovil, Somerset. Sir Ernest Petter dirigeait l'ensemble de l'opération avec son fils William Teddy Petter en tant qu'ingénieur en chef. William Edward Willoughby Petter était un ingénieur exceptionnellement talentueux. Notamment, après la guerre, pendant son passage à l'English Electric Company, il a joué un rôle clé dans le développement d'avions célèbres tels que le bombardier Canberra et le chasseur Lightning. Néanmoins, à ce moment précis, sa réalisation la plus significative était l'avion d'appui terrestre Lysander, alors en production de masse. Il est crucial de noter que Westland possédait une expérience préalable très limitée dans la construction d'avions de chasse. Leur seule tentative précédente était un prototype de chasseur, sorti en 1931 sous la spécification F-730. Ce biplan, armé de 4 mitrailleuses, n'a pas démontré de caractéristiques de vol remarquables. De plus, ils avaient conçu et construit une maquette de chasseur pour l'affectation F-3535. Cependant, le ministère de l'Air a rejeté ce projet, affirmant que l'entreprise manquait simplement de l'expertise nécessaire pour créer de tels avions de combat. Début 1936, immédiatement après que l'industrie aéronautique eut reçu les exigences complètes du cahier des charges F-3735, William Petter commença à conceptualiser les premières ébauches du futur avion. Pour être franc, le terme « esquisser » est ici utilisé de manière quelque peu métaphorique. Ses collègues plaisantaient souvent en disant que Petter était sans doute le dessinateur le moins compétent du monde. Par conséquent, sous la direction de Teddy, Dan Adkins a exécuté tout le travail de conception graphique, tandis que Fred Digby s'occupait des calculs. Finalement, l'équipe a présenté aux militaires un projet de monoplane bimoteur élégant. Petter a choisi le moteur Rolls-Royce Peregrine pour propulser l'avion. Cette unité représentait une version améliorée du moteur Kestrel, dotée d'un nouveau compresseur et de diverses modifications pour des performances améliorées à moyenne et haute altitude. Les ingénieurs ont projeté qu'avec ses 885 chevaux, le chasseur pourrait atteindre une vitesse de 398 miles par heure. Bien que le moteur Peregrine lui-même fût encore en phase de développement à l'époque, pour minimiser la traînée aérodynamique, les radiateurs de refroidissement ont été intelligemment intégrés à l'intérieur de l'aile, positionnés entre le fuselage et les moteurs. Pour des décollages et atterrissages optimisés, l'aile a été conçue avec des volets Fowler et des becs de barre d'attaque automatique. 4 canons hispano-britanniques de 20 mm ont été installés dans le nez de l'avion. Cette configuration d'armement particulière offrait plusieurs avantages notables par rapport aux alternatives montées sur les ailes. Premièrement, elle simplifiait considérablement la visée. Deuxièmement, elle facilitait une conception d'aile plus mince. De plus, elle simplifiait le chauffage des canons et en centralisant le poids, elle améliorait la maniabilité de l'avion. Cependant, pour un avion bimoteur avec des moteurs substantiels situés sur les ailes, ce dernier avantage n'était pas un facteur décisif. La conception initiale de la queue de l'avion incorporait 2 dérives, situées aux extrémités d'un stabilisateur horizontal bas. C'est précisément cette disposition qui a mené le projet P9 à la victoire dans la compétition F-3735. Westland a reçu une commande pour 2 prototypes en janvier 1937. Pourtant, avant même le début de la construction, la conception a nécessité des modifications, un événement courant dans le développement aéronautique. Les évaluations en soufflerie du modèle P9 ont révélé un problème. Le déploiement des volets pour l'atterrissage provoquait la rencontre de la queue avec une zone de turbulence intense. Par conséquent, le concept de double queue a été abandonné. À sa place, une seule dérive verticale plus grande a été installée et le stabilisateur horizontal a été relevé.
L'assemblage du prototype inaugural a commencé en mai 1937, mais la fabrication a rapidement pris du retard par rapport à son calendrier prévu. La multitude d'innovations techniques dans la conception de l'avion, associée à l'expérience limitée des ingénieurs de Westland, présentait des difficultés considérables. Ce n'est qu'en octobre 1938 que le prototype inaugural P9 est finalement sorti de l'atelier d'assemblage de Yeovil. Il s'agissait d'un élégant avion bimoteur entièrement métallique, caractérisé par sa configuration à aile basse. William Petter, le concepteur, avait intégré une multitude d'innovations jamais vues auparavant sur des avions de chasse, en particulier les modèles britanniques. Par exemple, le revêtement du fuselage était pour la toute première fois construit en alliage de magnésium, offrant une résistance accrue pour un poids réduit par rapport à l'aluminium standard. Un profil d'aile remarquablement fin a été réalisé grâce à la mise en œuvre de poutres structurelles spécialisées, appelées longerons, qui étaient fabriquées par estampage puis usinage. La section centrale rectangulaire de l'aile était soutenue par 3 de ces poutres, une principale qui traversait directement le fuselage et 2 auxiliaires situées à l'avant et à l'arrière. Les sections d'aile extérieures, en revanche, intégraient chacune 2 poutres. Un composant structurel crucial était la cloison blindée située à l'intérieur du fuselage, à laquelle les longerons d'aile avant étaient fixés. Cet endroit abritait également les points de fixation du support de canon. De plus, la conception des réservoirs de carburant était véritablement unique pour son époque. Cette conception serait aujourd'hui classée comme intégrale, étant donné que les réservoirs de carburant faisaient partie intégrante de la structure de l'aile. Chaque réservoir était composé de 2 sections, séparées par le longeron principal, les nervures servant de cloison interne. La couche extérieure était en duralumin, protégée par une couche sous-jacente de caoutchouc Dynatex de 0,2 pouces d'épaisseur. L'ensemble du système pesait 316 livres et pouvait contenir 134 gallons de carburant. De plus, toute section individuelle pouvait être facilement détachée pour réparation ou remplacement. Le concepteur William Petter a délibérément opté pour cette disposition complexe. Son objectif était de construire l'avion pour qu'il soit aussi dense, léger et compact que possible, améliorant ainsi son efficacité aérodynamique. Le revêtement complet recouvrant l'aile et le fuselage était fixé à l'aide de rivets affleurants. Une autre solution d'ingénierie intrigante a été mise en œuvre concernant les moteurs. La section arrière de la nacelle moteur était intégrée en une seule unité avec les volets s'étendant vers l'arrière et vers le bas lorsque son mécanisme était activé. Parallèlement, un puissant armement de 4 canons britanniques Hispano Mark I était monté par pairs sur un cadre tubulaire spécialisé. La paire supérieure était légèrement décalée vers l'arrière, faisant fonctionner l'ensemble de la structure comme un module de combat unifié. Ce module était fixé à la cloison blindée et dissimulé par le cône de nez. Les tambours de munitions bénéficiaient d'une protection blindée supplémentaire et les douilles usagées n'étaient pas simplement dispersées. Au lieu de cela, elles étaient méticuleusement collectées dans un compartiment dédié situé sous la section centrale. Une caméra de tir G42B pouvait également être montée directement à côté. Les jambes de force du train d'atterrissage principal et de queue, équipées de roues Dunlop, se rétractaient vers l'arrière à l'aide d'un système hydraulique fourni par Doughty. La pression de fonctionnement de ce système était de 500 livres par pouce carré. Cette pression était produite par une seule pompe située sur le moteur droit, car la redondance pour les systèmes vitaux n'était pas encore une philosophie de conception répandue. Le système hydraulique était chargé d'étendre et de rétracter le train d'atterrissage, d'actionner les volets, les becs de barre d'attaque, les freins de radiateur et même de contrôler l'armement. Cette caractéristique particulière n'était pertinente que pour les prototypes et les 4 premiers avions de la série. Par la suite, un système pneumatique fonctionnant à une pression de 1200 livres par pouce carré a été intégré au chasseur, servant également de secours d'urgence pour le déploiement du train d'atterrissage et des volets. Le système de commande de vol lui-même était construit à partir de tringles de poussée-traction tubulaire. Les compensateurs d'ailerons nécessitaient un réglage au sol, mais le pilote conservait la capacité de modifier les compensateurs de profondeur et de direction directement en vol. La mécanisation de l'aile fonctionnait de manière synchronisée. Même la moindre extension des volets de Fowler entraînait l'ouverture complète des volets de radiateur. Cette configuration fournissait au moteur le flux d'air maximal essentiel au démarrage, au roulage et au décollage. De plus, lorsque les volets s'étendaient à un quart de leur course totale, les becs de barre d'attaque se déployaient automatiquement. Une autre innovation révolutionnaire, introduite pour la première fois sur les chasseurs anglais, était la verrière en forme de goutte d'eau.
Cela offrait aux pilotes une visibilité exceptionnelle à 360 degrés. Bien que cette conception soit devenue standard par la suite, comme on le voit sur des avions tels que le Typhoon, le Tempest ou le Spitfire Mark IX, à cette époque particulière, elle constituait une avancée technique majeure. Une fois les inspections finales terminées, le prototype P9 a été transporté au centre d'essai de Boscombe Down sous le plus strict secret. Il est à noter que ce projet était resté hautement confidentiel pendant une durée considérable. Même dans le livre de référence faisant autorité de Janes de 1941, alors que le chasseur était déjà en service actif, une seule photographie a été publiée. De plus, les spécifications techniques commençaient par la phrase « selon les données ennemies ». Comme indiqué précédemment, le moteur Peregrine était encore en phase de développement à ce moment-là. En fait, l'avion était équipé du 4e exemplaire seulement et du 7e exemplaire de ce moteur jamais produit. Ces moteurs ont créé des difficultés considérables tant pour les ingénieurs de Westland que pour les mécaniciens de l'armée de l'air en raison de leur dysfonctionnement incessant, ce qui a gravement retardé le début des essais en vol. Finalement, le 11 octobre 1938, le nouveau chasseur a effectué son vol inaugural avec le chef pilote d'essai de la compagnie, Harold Penrose, aux commandes. Comme il l'a raconté, ce vol initial s'est avéré entièrement imprévu. Après une série de roulages le long de la piste, il a été contraint de s'arrêter car le moteur commençait à fumer. Lors de la 3e tentative, lorsque le pilote a avancé la manette des gaz, l'avion a accéléré de manière quelque peu excessive. L'inclinaison naturelle de l'aérodrome y a contribué, posant un risque réel de dépassement de piste. Par conséquent, le pilote a mis plein gaz et l'avion a décollé à seulement 500 pieds de la clôture de l'aérodrome, provoquant une alarme considérable parmi les observateurs du constructeur et les représentants de l'armée de l'air. Au cours de ce vol inaugural de 30 minutes, le pilote d'essai Harold Penrose a fait remarquer que les caractéristiques de vol du chasseur correspondaient généralement au calcul, bien qu'il n'ait pas été entièrement exempt d'imperfections. Par exemple, le gouvernail ne réagissait pas aux commandes de moins de 5 degrés, obligeant le pilote à exercer une force considérable pour le faire pivoter à un angle plus grand. Les essais ultérieurs ont révélé d'autres problèmes. Lors de virages serrés, la queue de l'avion vibrait violemment. Ils ont ensuite découvert que la cause était la turbulence du flux d'air entre la dérive et le stabilisateur. À grande vitesse, le P9 avait une nette tendance à piquer du nez et lorsque la vitesse diminuait presque jusqu'au décrochage, les volets s'ouvraient trop brusquement. Les moteurs révélaient également leurs propres problèmes. Les principaux problèmes comprenaient la surchauffe et un système de carburant incomplet. Ces dysfonctionnements initiaux n'étaient pas en soi trop graves, mais Rolls-Royce avait concentré presque toutes ses ressources sur l'amélioration de son moteur principal, le Merlin. L'achèvement du moteur Peregrine était considéré comme une tâche secondaire, de sorte que le processus de test fut très lent. Le système d'échappement inhabituel du prototype a causé de nombreux problèmes des deux côtés de chaque moteur. Profondément sous le revêtement de l'aile, les tuyaux d'échappement s'étendaient jusqu'au bord de fuite. Bien que cette conception ait réduit la traînée, le risque d'incendie était trop élevé, ce qui a été confirmé lors d'un vol d'essai. C'est alors qu'un tuyau d'échappement externe a été percé par le feu, endommageant la tringlerie des ailerons et la bloquant. Heureusement, le feu n'a pas atteint le réservoir de carburant, sinon les conséquences auraient été bien plus graves. Après cet incident, les concepteurs sont revenus à une configuration classique avec des échappements standards. Le ministère de l'Air attendait avec impatience que les pilotes testent le nouveau chasseur qui avait alors été nommé Whirlwind. Finalement, lorsque les ingénieurs de Westland eurent résolu les problèmes du système de contrôle, l'avion fut transporté à Farnborough le dernier jour de. Là-bas, 4 pilotes de la Royal Air Force ont participé aux essais. Malgré quelques remarques, les caractéristiques de vol de Whirlwind furent généralement reconnues comme répondant aux exigences de la spécification technique F-3735. Il était temps de lancer la production en série de l'avion. Bien sûr, dans le contexte de la situation tendue en Europe, il aurait été plus logique de commencer les préparatifs de production en série avant même le début des essais des prototypes. Cependant, le ministère de l'Air doutait manifestement de la capacité de Westland à créer quelque chose de vraiment valable. Ils ont donc décidé d'attendre des résultats objectifs. C'est pourquoi la commande du premier lot de 200 avions n'a été approuvée qu'à la fin de janvier 1939. Plus tard cette année-là, une autre commande pour un nombre similaire de chasseurs fut passée. La compagnie informa le client que le premier avion de production serait prêt 9 mois après le début des travaux. Pendant ce temps, le deuxième prototype du Whirlwind arriva pour les essais. Il était équipé de moteurs Rolls-Royce Peregrine. La différence par rapport à son prédécesseur était qu'il avait un gouvernail plus grand.
De plus, pour éliminer le phénomène de vibration de la queue à grande vitesse, ils ont installé un carénage spécial au point de jonction des stabilisateurs. Comme le premier prototype, cet avion n'était initialement pas armé. Les armes furent installées plus tard. Le premier vol de l'avion eut lieu en mars 1939. Les rapports de la Royal Air Force indiquaient que l'avion était agréable à piloter, bien qu'il y ait encore quelques difficultés. À grande vitesse, les commandes devenaient lourdes et à basse vitesse, la portance n'était pas suffisamment efficace, rendant difficile pour le pilote d'effectuer un atterrissage à 3 points. Les essais ont également révélé que les volets de bord d'attaque étaient inefficaces, de sorte que sur les modèles de production, il fut décidé de les bloquer en position fermée. En mai 1939, la technologie aéronautique la plus avancée fut présentée à une délégation de parlementaires britanniques. Parmi les pièces exposées se trouvait un Spitfire F Mark I avec une hélice à pas variable. Mais le clou du spectacle était un autre avion, le deuxième prototype du P-9. Il fut présenté comme un chasseur bimoteur secret et il survola rapidement la foule. Une fois les essais en vol terminés, le destin des deux avions d'essai prit des directions différentes. L'un d'eux fut utilisé pour tester différentes configurations d'armement, par exemple 4 canons de 20 mm montés en ligne, créant le menton caractéristique de l'avion, ou un seul canon puissant de 37 mm pour la chasse aux navires de guerre. Ils ont même testé une batterie de 12 mitrailleuses Browning. Le premier prototype fut mis au rebut fin 1942. Le second connut un sort bien moins heureux. Il fut envoyé à la casse le 11 juin 1941, bien qu'il n'ait volé qu'un total de 98 heures. Le premier Whirlwind de production en série décolla en juin 1940. C'était 17 mois après le début des préparatifs de production, une période qui n'était pas les 9 mois que Westland avait promis au ministère de l'Air. Ce retard important peut être attribué à 3 raisons principales. Premièrement, le ministère de l'Air refusa de préparer la production tant que les prototypes étaient encore en phase d'essai. Deuxièmement, Rolls-Royce n'accorda pas suffisamment d'attention à la correction des défauts des moteurs Peregrine. Et troisièmement, Westland elle-même souffrait d'une grave pénurie d'ingénieurs. Cela rendait impossible la mise en œuvre rapide de modifications à la conception ou au processus d'assemblage de l'avion. Pour toutes ces raisons, un laps de temps étonnant de 4 ans et 4 mois s'écoula entre la commande initiale et le vol du premier modèle de production. C'était une période sans précédent à l'époque. Cela rendait d'autant plus impressionnantes les solutions techniques avancées intégrées au Whirlwind, lui permettant de rester un chasseur entièrement moderne lorsqu'il fut finalement mis en service. De nombreux autres modèles d'avions étaient déjà obsolètes avant même de dépasser le stade conceptuel. Par conséquent, la fabrication a commencé et la direction de la RAF a entamé la planification de la stratégie de déploiement précise pour ce nouvel avion. L'intention initiale était que le Whirlwind fonctionne comme un chasseur de nuit. Le 25e escadron fut désigné comme la première unité à être équipée de ces nouveaux appareils. À cette époque, il opérait comme un escadron de chasseurs de nuit dédié. Son personnel était activement engagé dans l'évaluation des avions Bristol Blenheim Mark I, qui comportait le système radar aéroporté britannique pionnier désigné AI. Le second prototype effectua son vol depuis le centre d'essai de Boscombe Down jusqu'à North Weald, la base du 25e escadron, le 30 mai 1940. 2 jours seulement après cela, le chef d'escadron Kenneth McQueen effectua son vol d'essai inaugural. La première paire d'avions de production arriva à la base durant les premières semaines de juin. Néanmoins, à la fin du mois, la situation européenne s'était considérablement détériorée, obligeant le ministère de l'Air à réviser rapidement ses objectifs stratégiques. La capitulation de la France signifiait que la Grande-Bretagne faisait désormais face à la menace nazie de manière isolée. Les avions allemands ont commencé à attaquer les navires dans la Manche dès le 10 juillet 1940. Ces actions constituaient des manœuvres préliminaires pour l'opération Lion de mer, un plan envisageant le déploiement de 20 divisions sur les îles britanniques. Hitler avait ordonné l'anéantissement total de l'armée de l'air britannique. Cela marqua le début du conflit aérien emblématique historiquement connu sous le nom de Bataille d'Angleterre. Sir Hugh Dowding, commandant en chef de la Royal Air Force, fut confronté à une tâche exceptionnellement difficile. Une partie de ses escadrons avait été considérablement affaiblie par les engagements au-dessus de la Norvège et de la France, tandis que d'autres, à l'inverse, n'avaient aucune expérience de combat préalable. Les pilotes britanniques affrontaient des as allemandes expérimentés, dont l'expertise initiale avait été affûtée en Espagne et consolidée pendant le conflit européen. Malgré ses ressources limitées, Hugh Dowding fut chargé de repousser la redoutable et très entraînée Luftwaffe. Ses responsabilités incluaient la protection des centres industriels britanniques, des aérodromes, des installations radar et d'autres objectifs critiques avec la supériorité aérienne.
Les bases de la Royal Navy figuraient également parmi ces lieux cruciaux, comme Hugh Dowding l'a personnellement formulé. Ma seule aspiration est de fournir le soutien et la défense les plus complets à la flotte, car si nous perdons le contrôle des mers, la guerre sera perdue, qu'une invasion ait lieu ou non. Au-delà du péril des bombardements aériens, la possibilité d'une invasion terrestre allemande planait également. Dans ce contexte critique, l'avion Whirlwind avait le potentiel de devenir absolument essentiel. À cette période, il était le seul avion de chasse britannique produit en série. Ces avions possédaient la capacité d'engager efficacement les navires de débarquement et les véhicules blindés ennemis. Par conséquent, le chef du Fighter Command a choisi d'équiper le 63e escadron, une unité de chasseurs de jour, de Whirlwinds pour la défense des bases navales en Écosse. Au moment de cette directive, le 63e escadron était en cours de réorganisation à Drim, en Écosse, suite à des pertes importantes subies lors d'engagements au-dessus de la Norvège. Leurs pilotes opéraient alors des biplans Gloucester Gladiator. L'escadron était en train d'être rééquipé de chasseurs Hurricane. Harry Eales en prit le commandement en tant que nouveau chef, et le 7 juillet 1940, il transporta personnellement le premier Whirlwind à la base aérienne. Étant donné que l'approvisionnement en nouveaux chasseurs était entravé par des difficultés techniques initiales avec les moteurs Peregrine, l'escadron choisit de maintenir ses Hurricanes en service actif simultanément. Cette mesure était essentielle pour garantir que les pilotes conservent leurs compétences de vol opérationnelles. Initialement, les avions Whirlwind arrivaient à l'unité à un rythme très lent, maintenant par conséquent la préparation au combat à un faible niveau. L'inventaire des avions évolua comme suit. À la fin de juillet 1940, l'escadron possédait 14 Hurricanes et 3 Whirlwinds. Au 17 août, le compte s'élevait à 13 Hurricanes et 5 Whirlwinds, bien que les 5 nouveaux appareils fussent inopérants et impropres au combat. Le 14 septembre, les registres indiquaient 12 avions plus anciens et 7 plus récents, dont seulement 4 étaient réellement prêts pour le service actif. Cette situation difficile concernant les nouveaux chasseurs découlait directement de la bataille d'Angleterre, qui était alors à son apogée. Les conditions prévalentes nécessitaient la livraison accélérée d'avions à l'escadron. Cette urgence signifiait qu'il n'y avait pas assez de temps pour intégrer toutes les modifications cruciales visant à améliorer les performances de vol dans les 9 premières cellules de production. Il était évident que la compagnie Westland manquait des ressources nécessaires pour de telles modifications rapides. Par conséquent, les avions de cette série de production particulière présentaient des variations entre eux. De plus, les moteurs Peregrine se sont avérés très peu fiables en conditions opérationnelles. S'ajoutant à ces problèmes, les deux hélices de l'avion tournaient dans la même direction, générant un couple important qui compliquait les manœuvres au sol. Si la concentration d'un pilote faiblissait ne serait-ce qu'un instant, l'avion de chasse tenterait de tourner de manière incontrôlable. Naturellement, cela frustrait les pilotes et présentait de nombreux défis pour les équipes de maintenance. Malgré ces diverses lacunes, l'intégration et la maîtrise du nouvel équipement se sont poursuivies. Fait intéressant, les premières pertes subies par le 263e escadron concernaient des avions Hurricane. Le 13 juillet 1940, l'un de ces avions s'écrasa lors de son retour à l'aérodrome après une tentative infructueuse d'intercepter un bombardier ennemi. Heureusement, le pilote s'en sortit vivant. Cependant, à peine une semaine plus tard, le 20 juillet, un crash ultérieur de Hurricane coûta tragiquement la vie au pilote. Puis, le 31 juillet, l'avion du chef d'escadron fut gravement endommagé à l'atterrissage après avoir effectué une patrouille de nuit. Harry Eales lui-même en sortit indemne. Le premier Whirlwind de l'escadron fut perdu le 7 août. Un pneu éclata au décollage, endommageant le train d'atterrissage. Bien que le pilote ait réussi à faire décoller l'avion, il s'éjecta ensuite en toute sécurité après avoir reçu des instructions du contrôle au sol. Le 263e escadron poursuivit son programme d'entraînement jusqu'en octobre 1940. Bien que la grande majorité des missions de combat aient été menées avec des Hurricanes, c'est au cours de cette période, spécifiquement le 18 septembre, que les Whirlwinds connurent leur premier engagement avec les forces ennemies. Un duo de ces appareils détecta un bombardier Ju-88 lors d'un exercice d'entraînement au-dessus du Firth of Forth. Cependant, avant que les Britanniques n'atteignent la distance d'engagement, l'avion allemand disparut dans la couverture nuageuse. Les pilotes et le personnel au sol se familiarisèrent progressivement avec les nouveaux chasseurs et au printemps 1941, Westland avait résolu les problèmes d'ingénierie de l'appareil. Des exercices de combat aérien simulés contre des modèles Spitfire et Hurricane renforcèrent encore l'assurance des pilotes.
Concernant son agilité, le Whirlwind n'était que marginalement moins performant que le Spitfire, et à basse altitude, il pouvait même le surpasser en vitesse de 19 miles par heure. Cette vitesse supérieure était maintenue jusqu'à une altitude approximative de 17 000 pieds. De plus, l'intercepteur bimoteur offrait une excellente visibilité et s'avérait maniable même avec un seul moteur opérationnel, offrant aux pilotes un sentiment de sécurité en vol. À l'automne 1940, l'enthousiasme du ministère de l'Air pour le Whirlwind diminua rapidement. Plusieurs éléments contribuèrent à ce déclin. Principalement, les retards prolongés dans le déploiement de l'avion pour le service actif s'avéraient très préjudiciables. Deuxièmement, des variantes actualisées du Spitfire et du Hurricane, désormais équipées de canons hispano-britanniques, étaient apparues. Par conséquent, les capacités offensives du Whirlwind n'étaient plus considérées comme exceptionnelles. Et troisièmement, Rolls-Royce abandonna finalement le développement ultérieur du moteur Peregrine, choisissant plutôt de concentrer ses ressources sur le Merlin. Paradoxalement, l'excellence intrinsèque de la conception du Whirlwind fut sa perte. William Petter et son groupe d'ingénieurs avaient conçu un avion avec une configuration si compacte que la mise en œuvre de toute modification de conception était soit totalement irréalisable, soit extrêmement difficile. Compte tenu de ces éléments combinés, le ministère de l'Air choisit de ne pas poursuivre d'améliorations supplémentaires pour le modèle et réduisit drastiquement la commande initiale de 400 à seulement 112 appareils. Finalement, en novembre 1940, l'escadron NDIC 263 atteignit le statut opérationnel et abandonna ses avions Hurricane. Le mois suivant, en décembre, l'escadron fut redéployé à Exeter, dans le Devon. C'est le 3 décembre que les avions Whirlwind effectuèrent leur première patrouille de combat. Le chef d'escadron John Munro prit le commandement, succédant à Harry Hills. À ce moment-là, la bataille d'Angleterre était terminée et les opérations aériennes allemandes étaient considérablement réduites. Par conséquent, ces avions de chasse s'engagèrent principalement dans la recherche de vedettes rapides allemandes dans la Manche. Ce développement s'avéra être un choc inattendu pour la Kriegsmarine, obligeant les forces allemandes à mener leur mission principalement à la faveur de l'obscurité. L'année 1941 arriva alors. Les aérodromes enneigés posaient des défis importants pour les Whirlwinds, compte tenu de leur vitesse d'atterrissage intrinsèquement élevée. Malgré une série d'incidents, les opérations aériennes persistèrent. Ces avions de chasse engagèrent l'adversaire pour la première fois le 12 janvier 1941. Lorsque deux appareils interceptèrent un Ju-88 allemand près des îles Scilly. Les Britanniques réussirent à placer plusieurs tirs, mais l'avion ennemi disparut dans la couverture nuageuse. Le premier succès vérifié eut lieu le 8 février 1941. Une paire de Whirlwinds poursuivit et abattit avec succès un hydravion de reconnaissance allemand R-186. Néanmoins, ce succès fut obtenu à un coût considérable. Les Britanniques subirent la perte d'un avion et de son pilote. Encore aujourd'hui, la cause précise reste indéterminée, que l'avion ait été abattu par un tireur ennemi ou que le crash ait résulté d'un autre facteur. En février, le 263e escadron fut redéployé en Cornouailles. Le 12 mars, lors d'un assaut de bombardiers allemands He-111, 8 Whirlwinds subirent des dommages. Cependant, le personnel au sol réussit rapidement à les restaurer. Le 10 avril, l'escadron fut redéployé à l'aérodrome de Filton, près de Bristol, d'où les pilotes effectuèrent des patrouilles au-dessus de la Manche. Ils offrirent également une protection au convoi naval le 14 juin 1941. La Royal Air Force lança l'opération Warhead, ciblant les aérodromes allemands situés dans la région de Cherbourg. Les Whirlwinds jouèrent un rôle important dans cette opération, attaquant non seulement les aérodromes, mais aussi toute cible d'opportunité. Lors d'une sortie particulière le 6 août, ce qui aurait pu être le plus vaste engagement aérien impliquant ces chasseurs se déroula. Une formation de 4 avions britanniques, chargés d'attaquer des navires de transport, aurait rencontré un contingent numériquement supérieur de chasseurs allemands Bf-109. Les Allemands tentèrent un assaut frontal, un choix très périlleux étant donné que chaque chasseur britannique était armé de 4 puissants canons de 20 mm. Suite à l'engagement, les forces allemandes subirent la perte de 3 avions, un autre étant gravement endommagé. Remarquablement, tous les Whirlwinds rentrèrent à la base indemnes. Cependant, les missions de combat réels mirent en lumière 2 déficiences importantes de ce chasseur. Bien que le quatuor de canons de 20 mm permet la destruction efficace des cibles aériennes et terrestres, leur chargeur à tambour ne contenait que 60 obus par arme. Cette capacité limitée en munitions n'offrait que 10 secondes de tir continu. De plus, les pilotes exprimèrent leur insatisfaction quant au rayon d'action restreint de l'appareil.
Même avec sa pleine capacité de 160 gallons de carburant, le rayon d'action de l'avion était limité à un rayon de seulement 150 miles. Dans sa quête de capacité maximale, le concepteur William Petter n'avait laissé pratiquement aucune place pour des réservoirs de carburant supplémentaires et avait négligé d'incorporer des dispositions pour des réservoirs externes largables. S'ajoutant à ces problèmes, le système de carburant du Whirlwind manquait de capacité de transfert croisée. Par conséquent, le moteur droit était incapable de puiser du carburant dans les réservoirs gauches, et l'inverse était également vrai. Cette limitation particulière s'avéra extrêmement problématique lorsque des tentatives furent faites pour déployer l'avion dans un rôle d'escorte. Le 12 août 1941, l'escadron 263 dépêcha une formation de 14 chasseurs. Ces avions participèrent à l'escorte de 54 bombardiers Blenheim lors d'un assaut ciblant des centrales électriques dans les environs de Cologne. La formation maintint une trajectoire de vol à basse altitude au-dessus de la mer du Nord. Après avoir franchi le littoral, les pilotes de Whirlwind montèrent à 1000 pieds, offrant une couverture protectrice aux bombardiers contre d'éventuels assauts aériens. Cependant, aucun chasseur ennemi ne se matérialisa. Les réserves de carburant restreintes empêchèrent les chasseurs d'accompagner les bombardiers pendant toute la mission jusqu'à leur objectif. Par conséquent, aux environs d'Anvers, ils entamèrent leur voyage de retour. Néanmoins, lors de leur voyage de retour, ils réussirent à couler plusieurs péniches fluviales à l'aide de leurs canons. La fabrication de ces appareils maintint un rythme constant tout au long de 1941, livrant 2 avions par semaine. En septembre, suffisamment d'unités avaient été achevées pour établir un deuxième escadron, désigné 137, qui était stationné sur l'aérodrome de Charmy-Down dans le Somerset. Au cours de l'été 1941, le Whirlwind subit des essais en tant que modèle de chasseur de nuit, équipé d'appareils spécialisés et de suppresseurs de flammes d'échappement. Bien que chaque appareil ait finalement intégré cet équipement, aucune documentation de leur déploiement pratique en combat nocturne n'a survécu. Les aviateurs des 2 escadrons engagèrent des navires dans la Manche, frappèrent des aérodromes ennemis et poursuivirent des trains ainsi que d'autres objectifs au sol. Dès 1941, la direction de l'escadron 263 émit une suggestion d'équiper le chasseur de bombes. Cependant, ce concept ne se concrétisa qu'en juillet ou août 1942, lorsque le premier appareil fut enfin équipé de supports de bombes. Dès lors, il eut la capacité de transporter une seule bombe de 250 ou 500 livres sous chaque aile. Cette modification fut officiellement nommée Mark II et gagna le surnom approprié de bombardier mondial. Ces chasseurs-bombardiers nouvellement configurés exécutèrent leur première mission triomphale le 9 septembre 1942. Un quatuor d'appareils de l'escadron 263, chargé de bombes de 250 livres, décolla avec l'objectif d'attaquer un important navire de transport près de Cherbourg. Ils reçurent une protection aérienne de 2 escadrons de Spitfire. Bien qu'ils n'aient pas réussi à localiser le transport, les appareils, surnommés Bombardier Whirl, engagèrent à la place 4 navires armés allemands. Ils réussirent à couler 2 de ces navires et infligèrent de graves dommages aux 2 autres. La série de fabrication de ces appareils fut relativement brève. La dernière unité, le 112e Whirlwind de production, acheva son assemblage à l'usine de Yeovil en janvier 1942. Au total, 114 appareils furent fabriqués, comprenant des prototypes développés sur 3 séries de production distinctes. Tout au long de leur durée de vie opérationnelle, les Whirlwinds servirent uniquement en tant que chasseurs-bombardiers. L'escadron 137 fut la première unité à retirer ces appareils du service. Cet événement eut lieu en juin 1943. L'escadron 263 continua de les utiliser jusqu'en décembre 1953, les remplaçant ensuite par des Typhoons. Au cours de leur pleine période opérationnelle, 56 Whirlwinds furent affectés à l'escadron 263, 26 à une formation adjacente, et 32 appareils furent régulièrement alternés entre les 2 unités. Un seul chasseur fut envoyé aux États-Unis, bien que son destin ultérieur reste non documenté. Un autre avion fut transféré à la compagnie Westland. En 1946, il acquit une classification civile et fut employé par la firme pour diverses fonctions jusqu'en mai 1947. Ainsi s'acheva le récit de ce chasseur gracieux. Les aviateurs assez chanceux pour le piloter surnommaient affectueusement cette machine un « avion de gentleman ». Il possédait de nombreuses caractéristiques avancées pour son époque, mais malheureusement, son développement fut indûment retardé. Par conséquent, l'appareil arrive trop tard pour la célèbre bataille d'Angleterre, un engagement où ses attributs supérieurs auraient pu être le plus mis en évidence. On ne peut que spéculer sur l'efficacité redoutable des Spitfire et des Whirlwind travaillant en tandem lors des assauts aériens allemands.
tandis que les Spitfire engageaient les chasseurs d'escorte, les Whirlwind auraient décimé les bombardiers ennemis avec leurs redoutables canons. Cependant, un temps précieux s'était écoulé. Bien que conçu à l'origine comme un chasseur dédié, le Whirlwind a consacré la majeure partie de son service opérationnel à des missions d'attaque au sol. Néanmoins, même dans cette fonction modifiée, il a obtenu des résultats exceptionnels et a ainsi cimenté de manière permanente son héritage dans les annales de l'aviation britannique.